Bonjour Abel Quentin. Bonjour Léonard. Je vais revenir sur ce qu'a dit Dana. On dit souvent que le second roman, surtout quand le premier a si bien marché, aussi bien au niveau du public que de la critique, c'est un sacré défi et qu'on peut parfois rencontrer des obstacles ou des difficultés. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, ça a été le cas parce que il faut trouver un sujet. Je pense que on a peut-être une pression supplémentaire, celle de devoir transformer un essai. Et puis moi, je me suis planté au début puisque je suis parti vraiment sur une impasse avec un projet de livre un peu infaisable qui m'a perdu comme ça pendant de longs mois. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé le sujet du voyant des tempes, bon, qui m'a été aussi dicté par une époque, par aussi des choses qui me travaillent depuis longtemps, qui sont celles de l'évolution de notre société, celles de la crise de l'universel, celles des mutations générationnelles, et celle aussi d'une société qui est très violente et qui est une société de la polémique et de l'insulte et de l'injure. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, une société où un individu peut se faire broyer sur les réseaux sociaux, avec des départs de feu extrêmement violents, extrêmement rapides, parfois injustes. C'est ça que j'ai voulu raconter. Donc pour le coup, le processus d'écriture de celui-là était beaucoup plus rapide que le premier, enfin, ou en tout cas que le deuxième projet qui a été avorté, que vous gardez dans un coin de votre tête quand même, ou peut-être à voir. Peut-être. Mais oui, ça a été rapide. Mais ça a été rapide aussi parce que finalement mon écriture, elle a été guidée par le mécanisme de la polémique moderne, qui est quelque chose d'implacable, et on le voit parfois. On sait que on voit tel personnage public qui va tenir un propos. On peut aujourd'hui savoir ce qui va se passer, les effets boule de neige dévastateurs qu'il peut y avoir, et donc finalement j'ai tiré ce fil-là, j'ai pris mon personnage de anti-héros, comme le disait Dana. Il écrit donc un livre sur un poète américain qui se tue dans l'Essonne en 1960. A priori un sujet très confidentiel. On n'a vraiment pas a priori la matière pour une espèce une polémique d'ampleur. Sauf que on sait aujourd'hui que très vite un mot peut créer ce départ de feu là. Et son livre, qui s'appelle Le Voyant des Tempes, puisque c'est le livre en réalité de mon narrateur, qui est lui-même écrivain, Le Voyant des Tempes, va donner lieu à un scandale. Et décrivez-nous un peu ce truculent héros Jean Roscoff, parce que c'est un homme qui a à la fois un charme un peu suranné, qui est très cynique, qui attire vraiment des sentiments très contraires. Ah, c'est un fils des années 70 et 80. Il a connu la marche des beurs. Il vient de l'antiracisme à la papa, un petit peu on est tous des enfants d'immigrés. Il portait un perfecto au début des années 80, il était un peu flamboyant, c'est un intellectuel, il a fait Normal Sup. Et puis voilà, les années ont passé, la bedaine s'est un peu épaissie sous l'effet du gin qu'il ingurgite en proportion non négligeable. Oui, parce qu'il faut noter aussi qu'il est légèrement attiré par la boisson. Il picole, hein, on va pas se mentir, il picole, c'est un thème assez central du livre. Et donc il va perdre aussi ses illusions, il va voir que peut-être que certaines causes nobles, comme celle des SOS racistes, avaient pu aussi être instrumentalisées par le pouvoir politique, que certaines trajectoires n'étaient pas si naïves que ça, que certains de ses amis avaient des arrière-pensées qu'il n'avait peut-être pas décelées jeunes, et donc ça va se transformer. Il va en plus rater sa vie universitaire parce qu'il va faire les mauvais choix de carrière. Et il arrive, la soixantaine bien tassée, dans nos années 2010-2020, un peu comme une épave, il veut bien le dire, mais une épave avec une forme peut-être quand même de charme. Parce que l'alcoolisme en plus n'aide pas dans le contexte que vous avez cité, c'est-à-dire où chaque mot compte et c'est un peu un Gaston Lagaffe à l'ère de l'intersectionnalité et des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il fait à chaque fois qu'un choix s'offre à lui, il prend la mauvaise direction avec une espèce de constance assez admirable, et donc il fait n'importe quoi et puis il picole, et donc à chaque fois il essaye de réparer les conneries qu'il fait, et il ne fait qu'empirer la situation. Il décide de s'inscrire sur Twitter qu'il ne maîtrise absolument pas, et donc il va participer à créer cette espèce de polémique qui va le broyer.
Et le côté loser magnifique dont parlait Dana tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose de particulièrement stimulant pour un écrivain d'essayer comment dire, de créer un personnage qui est quand même très attachant, qui est quand même inspirant, malgré toutes les bourdes et les conneries qu'il est capable de faire? Moi, c'est mes personnages préférés en littérature. On parlait tout à l'heure avec Dana de Jim Harrison qu'elle m'a fait découvrir, et il y a ce personnage de sorcier qui est un espèce de type qui est obsédé par le sexe, la gastronomie, mais en même temps qui a pas de boulot et qui est un loser magnifique. Et il y en a énormément d'autres dans notre littérature. Moi, j'ai comme ça par goût personnel, j'ai plutôt de la tendresse pour ces personnages-là. Je les trouve attachants. Et dans la littérature nord-américaine, Dana parlait tout à l'heure de Philip Roth. Moi, il y a un livre qui m'a aussi inspiré dans l'écriture, qui est Disgrâce de Coetzee, qui est un livre assez proche de la tâche de Philip Roth, avec un personnage d'universitaire qui j'allais vous en parler. C'est vrai qu'il y a un parallélisme assez. Moi, j'aime bien ces hommes-là dont la vie a été faite. Qui sont pas non plus des vieillards Kakoshim, mais les combats ont été menés avec plus ou moins de succès, et c'est des hommes mûrs, mais c'est des hommes qui vont encore prendre des risques, prendre des mauvaises décisions, et qui ne sont pas compris par leur époque. C'est vrai que j'aime ces personnages-là, et j'ai voulu en créer un petit peu un français. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que l'embrigadement, qui est plus ou moins le thème de votre premier roman, est un thème assez puissant aussi chez Roth à travers la pastorale américaine, notamment. Donc, il y a une vraie inspiration chez vous de la littérature américaine dans son ensemble. Oui, c'est sûr. Pour Sœur, la pastorale américaine a pu m'inspirer, puisque dans la pastorale américaine, il y a un personnage de jeune fille radicalisée, alors radicalisée à l'extrême gauche. Mais avec des ressorts de besoin de se trouver une famille et de crise identitaire qui étaient les mêmes et qui m'intéressent beaucoup. L'adolescence, je dirais que peut-être que les moments de la vie d'un homme qui m'intéressent le plus, c'est cette crise de la soixantaine et l'adolescence, qui sont des moments clés. Et c'est vrai qu'ils ont été traités magnifiquement par un Philip Roth, par exemple. Je voudrais qu'on parle d'une chose et Dana en a aussi parlé, qui est très importante dans le livre, c'est l'humour. Un humour qui est très présent. Comment on travaille l'humour en tant que romancier? Je sais que est-ce que c'est quelque chose on cherche le bon esprit, le bon mot d'esprit, la bonne blague, au risque peut-être de tomber à plat, mais c'est quelque chose qui est assez rare, notamment dans la littérature française, où on a tendance à soit tomber à côté, soit être dans l'extrêmement sérieux. Comment vous développez ça? Je pense que ça se travaille pas vraiment, mais il y a quand même une notion de rythme qui est chez tout le monde dit que les humoristes, c'est être humoriste, c'est un travail de tempo et de rythme. Je n'ai pas du tout cette prétention-là, mais ce qui est sûr, c'est que savoir, je crois que c'est un art de la ponctuation, peut-être, c'est un art du point, de savoir terminer la phrase sur une ambiguïté ou sur une fin brutale. Et moi, j'aime beaucoup les écrivains qui me font rire. Je crois que souvent, en France, peut-être, oui, on a cette mauvaise croyance que l'humour se fait au détriment d'une forme de profondeur ou d'un propos. Je pense vraiment le contraire, et Roth, mais tous les rires sont différents. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le rire, par exemple, d'un Jim Harrison, c'est un rire rabelaisien. C'est un rire, où on est qui est ancré et qui vient du ventre. Et le rire d'un Roth, c'est peut-être plus un rire de tête, c'est plus un rire new-yorkais, c'est plus un rire intellectuel. Et donc il y a tous ces rires. Et pour moi, la littérature, c'est aussi une palette de rires avec aussi la casquette de satiriste un peu qui vous va à merveille, parce que même je l'avais constaté dans le premier roman, qui pourtant ne prête vraiment pas à rire, notamment dans la description de la petite ville où s'enchaîne une description un peu type carte postale dans le cadre de l'élection, et tout de suite après c'est une description qui souligne bien toute la laideur et la platitude de la ville. Est-ce que la satire, c'est pour vous une porte d'entrée très intéressante? On sent qu'il y a vraiment une envie de croquer l'époque et de s'en moquer allègrement. Oui, certainement, il y a l'envie d'être un peu méchant, ça c'est certain, pas cruel, mais un peu méchant, et puis d'essayer d'appuyer un petit peu là où ça fait mal. Et j'ai envie de dire, c'est pas les occasions qui manquent aujourd'hui. Il y a qu'à ouvrir les yeux pour être atterré ou catastrophé, mais aussi
rire sans méchanceté, mais plus des situations que des personnages. Moi, je pense que c'est les situations qui sont grotesques, hein, davantage que les personnages. Et dans mon livre, il y a pas vraiment de personnages qui soient tout noirs, qui soient vraiment des méchants de films. C'est bon, des personnages qui essayent de se débattre un petit peu avec leurs contradictions. Même si j'ai l'impression quand même parfois de reconnaître certaines figures qui passent. On se moque beaucoup du milieu universitaire, du milieu littéraire aussi. Est-ce que ce jeu littéraire vous plaît aussi, d'essayer de juste des petites moqueries un peu cachées? Oui, c'est amusant. C'est-à-dire que chacun, Dieu reconnaîtra les siens, hein, mais oui, il y a peut-être quelques personnages de notre modernité qui sont cachés dans le roman. Après, les personnages sont aussi tous des sortes de Frankenstein qui empruntent à tel ou tel, mais oui, il y a vraiment l'envie de parler du monde d'aujourd'hui et aussi des personnes qui font notre paysage intellectuel et c'est vrai universitaire. J'ai voulu parler un peu de ça, quoi. Et derrière la satire, forcément, il y a un moyen parfait de parler de notre époque. Vous avez déjà commencé à en parler, mais on a l'impression, à travers votre livre, plus que jamais, qu'on assiste un peu à une violente collision entre les générations. Et ça se voit notamment, c'est des scènes toujours truculentes, mais même entre Jean Roscoff et sa fille et sa nouvelle copine, qui est très engagée, qui critique énormément les générations d'avant. On a l'impression qu'il y a une vraie confrontation entre une jeunesse qui est extrêmement militante, mais qui du coup part un peu dans tous les sens, et une vieille génération, alors je dirais dépassée un peu, et aussi qui est toujours dans le c'était mieux avant, etc. Est-ce que c'est une idée que vous partagez? Ouais, c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est même un thème central, quoi. C'est une sorte de clash des générations qui est d'autant plus douloureux pour la génération qui précède que mon personnage, Jean Roscoff, il pense qu'a priori partager les valeurs de sa fille. C'est des gens qui sont à gauche, qui sont engagés dans le combat antiraciste. Et puis, en fait, il se rend compte que les choses ont changé. C'est-à-dire que le vocabulaire de l'antiracisme moderne, par exemple, de privilège blanc, de fragilité blanche, toutes ces choses-là, lui, il n'y comprend rien. Et il a ce côté un peu grotesque aussi de celui qui veut apprendre sur le tard, quoi. Un peu comme, je sais pas, je pense à Philippe Murray qui porte un t-shirt dans Lost in Translation. C'est toujours, on a envie de rire, quoi. Et il a ce côté-là un peu touchant. Et en même temps c'est violent parce que on lui renvoie une image là où il s'était construit, on se construit tous une image, lui s'était construit une image d'homme de progrès, on lui renvoie une autre réalité et la réalité c'est qu'il est un petit peu il est plus très à la page, en fait. Puis il est pris au piège aussi. J'ai l'impression que c'est un peu ça la mécanique un peu diabolique de ce roman. C'est quelqu'un qui au final est pris au piège d'un truc qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ouais, il est piégé, quoi. C'est vraiment le bon terme parce que à un moment donné, d'ailleurs, il compare sa situation à celle des guêpes qui étaient piégées dans les pièges à guêpes artisanaux que faisait son père dans sa jeunesse. Et c'est le sentiment qu'il a, c'est que en fait, son destin ne lui appartient plus. Et surtout, il est face à un ennemi invisible parce que sans trop déflorer l'intrigue du livre, ses ennemis, c'est finalement cette espèce de meute invisible des internautes. C'est les médias, mais c'est pas un ennemi qui a un visage. Et il se débat là-dedans. Et pour lui, c'est vraiment une situation pour laquelle il n'est pas armé. Et probablement que la meilleure chose à faire, ce serait de se mettre en position latérale de sécurité et d'attendre que ça passe. Sauf que lui, il va avoir la mauvaise idée de faire des choses. Ouais. Avec une idée quand même, vous direz si je me trompe, mais que vous êtes beaucoup plus piquant avec cette jeune génération, et peut-être même pas forcément jeune, ces gens en tout cas cachés derrière leurs ordinateurs et leurs claviers, que par ces vieux désabusés. On a l'impression que vous avez une forme d'attachement quand même à ces gens. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Il y a peut-être un jeune vieux. Vous êtes un jeune vieux peut-être? Ouais, c'est ça. Comme ouais, les jeunes vieux comme Macron, enfin, ces gens-là qui ont jamais été vraiment jeunes. Ouais, non, c'est vrai. J'aime les vieux. J'ai pas peur de le dire. J'aime les vieux. Non, c'est vrai. Mais en même temps, les personnages de jeunes militants un petit peu excessifs, je veux pas en faire non plus enfin, c'est aussi des personnages qui sont blessés, qui sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi, mais ils sont dans un excès et ils n'ont pas encore été un petit peu travaillés par la vie, qui auraient
qui leur a pas encore appris que les choses n'étaient pas toutes noires ou toutes blanches et et qui n'ont pas d'indulgence. Et moi, j'écris quelqu'un qui, j'espère, suscite l'indulgence, qui est Jean Roscoff, qui dit des conneries, qui se croit féministe, mais en réalité qui est en effet un petit peu misogyne sur pas mal de choses. Mais ces personnages, on les connaît. Et aujourd'hui, on est à une époque où ces personnages-là souvent se prennent des volées de bois vert assez violentes, parfois justifiées, parfois pas justifiées. Et voilà, j'ai voulu parler de ça un petit peu. Puis je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez écrit 2 romans qui sont très différents, mais qui en même temps, j'ai l'impression, tissent quelque chose d'assez fort sur une vision de notre époque et de ses probables dérives. Est-ce que c'est quelque chose qui vous accapare quand vous écrivez un roman, c'est-à-dire il faut que ça soit en connexion, que vous tissez un lien entre tous vos romans? Alors j'ai pas forcément l'idée du livre d'après, donc je suis pas dans. J'ai toujours vraiment une admiration immense pour les gens comme ça qui construisent une sorte de plan. Dana parlait par exemple de Santiago Amigorena, qui est quelqu'un pour qui en fait qui le dit lui-même, il écrit un seul livre depuis le début de sa carrière, donc il a quasiment dessiné le plan extrêmement tôt. Moi, je suis bien incapable de faire ça, et par contre, c'est vrai que je parle du réel, mais presque malgré moi, c'est-à-dire que j'avais envie de faire autre chose, justement. Je voudrais avoir j'aimerais bien un jour faire un roman de science-fiction, un roman qui soit pas localisé dans le temps, ou un roman historique. Je trouve ça, c'est un genre très très beau, et c'est vrai que peut-être comme ça un peu mon goût de la satire, c'est vrai, fait qu'au final je vais quand même vers ça parce que j'en ai envie, et que c'est comme ça, c'est un peu naturel. Et comment, juste pour terminer, comment vous avez plus ou moins, c'est aussi ça, c'est intéressant, je trouve, de rentrer un peu dans la psyché des romanciers, mais comment vous avez géré ce succès un peu qui était quand même assez important du premier roman? Est-ce que ça met une pression? Est-ce que on a l'impression d'attirer des lecteurs avec nous et donc on ne doit pas les décevoir? Oui, il y a de ça, parce que il y a l'idée qu'on ne sait pas tout simplement si on arrivera à faire un 2e livre. Et moi, mon premier livre, en plus, il m'avait vraiment habité pendant des années. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Et donc, ouais, j'avais cette peur-là. Et puis, je voulais pas non plus radoter. Je voulais quitter ces problématiques-là, qui sont ceux du djihad. Au final, bon, c'est vrai que mon 2e livre, il est aussi, il est pas sans rapport. Je parle d'une même société, je parle aussi des obsessions identitaires, qui est peut-être un peu le fil rouge entre ces 2 livres, mais c'est qui est pas forcément un fil rouge, que j'ai prémédité, quoi. Eh ben, en tout cas, sachez que vos lecteurs ne seront pas déçus de ce 2e roman. Il est juste splendide. Merci beaucoup.